Bienvenue à toi. Je voudrais te faire une présentation, pas tout à fait de livre, mais presque. C'est-à-dire que je voudrais te faire une présentation d'utilisation des 22 arcanes majeures pour raconter une histoire. Et ici, c'est celle du roi Arthur, de Merlin et des chevaliers de la table ronde. Voyons ça. Alors il y a quelques jours, en fait, en discutant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur l'As d'épée du tarot des druides, qui, en fait, dans la représentation, est un passage clé des légendes arthuriennes. Et donc moi, ça m'a parlé. C'était vraiment, en plus, l'affiche d'un de mes films préférés. Tu sauras tout. Excalibur de John Borman, qui m'a marqué quand j'étais adolescent. Et en fait, c'est l'histoire de ce film que je voudrais te raconter. Ici, sous la forme de 22 arcanes majeures. Et sous deux formes, en fait. D'abord, avec les séries décimales, donc 1, 10, 1, 11, 2, 12, 3, 13, etc. Et puis, avec les séries numérologiques, 1, 10, 2, 11, 3, 12, etc. Donc ça sera aussi une bonne révision des vidéos précédentes que j'ai faites sur le sujet. Et donc du coup, j'ai noté des petites choses. Tu connais peut-être pas forcément l'histoire après. Les légendes arthuriennes, il y a plusieurs choses, plusieurs histoires dans l'histoire, et puis somme toute, moi je vais me baser sur le film de John Borman. Parce que je connais bien l'histoire, à peu près sa chronologie, et je trouve assez facile en fait de pouvoir utiliser l'ordre carrément des 22 arcanes majeures, de 1 à 22. Et donc pour commencer, 1, 11, ben 1 ça va être... ici en fait déjà je peux le dire, oui, on va retrouver Merlin au gré de la chronologie de l'histoire sous trois formes. En 1, en magicien, Merlin l'enchanteur. En 5, Merlin qui est conseiller du roi, Arthur. Et en 9, où on est Merlin, l'ermite dans la forêt, qui se retire. Donc il y a ces trois aspects-là, en fait, dans l'histoire, qui représentera Merlin. Donc ici, un 11, ben on est sur le début de l'histoire. C'est Merlin. Et 11, c'est Uther Pendragon. Uther Pendragon, c'est le père du roi Arthur, et c'est un chevalier impétueux qui passe son temps à guerroyer, qui ne s'intéresse pas forcément à ces sujets. Et ça commence comme ça. Donc Merlin qui fait surgir justement Excalibur pour donner l'épée au roi Uther. Et 2-12, eh bien, 2 ici dans l'histoire, c'est Ygraine. Ygraine, qui est la mère du roi Arthur, et avec qui, avec Uther, voilà, il va se passer des petites cochonneries, et ils auront un enfant, 12, voilà, qui va naître. Et 3-13, 3 c'est une fille, et là c'est la fille d'Ygraine, c'est Morgane. Et 13, eh bien, ça correspond à la mort du mari de Ygraine, Gorlois, le roi de Cornouailles. Donc on a déjà les premiers protagonistes ici, je dirais, de la génération d'avant du roi Arthur, en quelque sorte. Et cette fille, voilà, Morgane, qui est la sœur aînée, on va dire, la demi-sœur aînée du roi Arthur. Ensuite, 4-14, eh bien, on arrive avec le roi Arthur. Plutôt jeune, à peine la vingtaine, et qui est proclamé roi
Voilà, donc, et avec cette devise que n'avait pas compris Uther, son père, c'était cette idée de 14, c'est-à-dire la maxime qui est à retenir ici, terre et roi sont un, que je trouve bien symbolisé ici par 14. 5, 15, ben c'est en fait Merlin qui est conseiller, là maintenant, du roi Arthur, et qui, ma foi, est aussi un petit peu l'enchanteur, qui manipule un petit peu tout ça, qui fait un petit peu de la politique, en quelque sorte aussi. Avec 6, 16, eh bien, on a notre cher roi Arthur qui tombe amoureux de Guenièvre, la fille du roi Léodagan, d'Écosse, je sais plus, et puis 16, qui est en fait le château de Camelot. Donc on a déjà des éléments tout simples de l'histoire et du déroulé de la chronologie. Ensuite, 7, 17, 7 c'est un chevalier, le meilleur des chevaliers, Lancelot, Lancelot du lac, avec 17 évidemment, et 17 ici c'est la dame du lac. Donc ça va bien ensemble, les deux. Et ensuite, 8, 18, on est sur les batailles que les chevaliers vont faire pour rééquilibrer en fait le pays. Donc unifier le pays autour du roi Arthur, c'est-à-dire bouter un petit peu les Vikings ou les invasions de tribus. Et ici, cette unification du pays avec 8 et l'idée de pays 18. Donc le côté un petit peu famille. Et du coup, ben, c'était l'objectif de Merlin. Du coup, avec 9-19, il se met un peu en retrait. Puisque c'était son grand rêve, j'allais dire 18, de pouvoir arriver à ça, d'unifier le pays, ce qu'il n'avait pas pu faire avec Uther. Et du coup, c'est la période que doit assumer le roi Arthur seul. Et ici, c'est cette idée de roi, j'allais dire solaire, quelque part, avec Arthur, et cette idée aussi de solitude avec 9. Et du coup, voilà, il y a un petit déclin. Là, on arrive sur un acte, voilà, 10, 20. C'est, j'allais dire, un nouvel acte, une nouvelle étape, avec 10. Et en même temps, c'est la table ronde. Voilà, le fait d'avoir unifié le pays, de pouvoir réunir les chevaliers entre eux. Et puis d'annoncer que, ben voilà, il y a, ah oui, aussi avec 19, quelque chose d'un petit peu pernicieux, bah, qui était un petit peu caché, qu'on ne voyait pas. C'était un couple, 19. Et ici, les petites cachotteries qu'ont pu faire Lancelot et Guenièvre, qui étaient secrètement épris. Cette idée un petit peu du 19-9. Et du coup, ça, évidemment, ça a plombé un petit peu l'ambiance. Et 20, ici, en fait, avec 10-20, c'est voilà, l'annonce d'une nouvelle étape et probablement de la quête du Graal. C'est-à-dire que déjà, on est sur quelque chose qui annonce la fin quelque part de cette période un petit peu solaire du pays unifié autour du roi Arthur et qui se désagrège du fait de la trahison entre guillemets de Lancelot et de Guenièvre vis-à-vis du roi Arthur. Et c'est un petit peu ici ce que relève 11-21. 11 ici, le lion, c'est un chevalier. Le chevalier au lion. Un chevalier fidèle, Gauvin, qui n'hésite pas justement à mettre en avant cela, et qui, dans le film d'ailleurs, quand le roi Arthur annonce qu'il va falloir rechercher le Graal pour retrouver justement cette unification du pays,
Gauvin est prêt à le faire. Il avait déjà dénoncé un petit peu ce côté un petit peu pernicieux qu'il y avait dans la relation entre Lancelot et Guenièvre. Personne ne l'écoutait, alors que lui, il tenait un langage de vérité. Et peut-être à l'image de 8 déjà à l'époque. Et ici, il annonce au roi Arthur qu'il parcourra le monde pour cette quête. Donc 21. 12-22, ben ici en fait c'est Lancelot qui fait pénitence, il fait pénitence et puis on le voit quitter en fait Camelot et puis errer dans les campagnes évidemment en essayant de prendre conscience un petit peu de son acte et de ce que ça a entraîné sur la terre du pays. Le fait qu'avec 13, on arrive cette fois justement à une période de famine. Cette idée de désunion de la terre et du roi. Ce secret qui était important, terre et roi sont un, que ici la terre est désunie et donc la terre est pauvre, c'est la famine. Et c'est aussi l'avènement de Morgane, 13-3, en filigrane. Puisque Merlin s'est mis en retrait, elle va pouvoir tirer les ficelles du pouvoir. Et ma foi, 14, on est sur le roi Arthur, mais dans la dynamique inverse en fait de son début de règne, 4-14. Ici, cette maxime, terre et roi sont un, elle s'est un peu délitée et on est face à un roi qui est hésitant. Merlin n'est plus là pour le conseiller. Et donc, si bien que le royaume va à volo. Et ensuite, 15 et 5 en filigrane. Bon, 15, c'est Mordred. Le fils, le mauvais fils, le fils d'une relation un petit peu bizarre. On ne sait plus trop si c'est le roi Arthur qui a été envoûté par Morgane, ou si c'est une autre personne. Mais dans le film de John Borman, c'est ça, c'est avec Morgane. Et donc ce fils qui est protégé de façon magique tente de prendre le pouvoir. Et là, c'est l'idée de 16, et en 6, l'idée que le choix est de faire chuter le royaume, tout simplement. Et 17 ici, c'est de retrouver l'espoir, de retrouver justement ce Graal, cette urne, cette coupe, si on veut, et de pouvoir verser cette eau qui est consacrée, je vais dire, pour abreuver de nouveau le roi Arthur de cette symbolique terre et roi sont un qui fait l'union du pays. Et 7 ici, ma foi, qui va retrouver ce Graal? C'est un chevalier. Et peut-être le dernier des chevaliers, Perceval. Et 18-8 ici, 18 c'est une symbolique aussi importante, c'est les brumes. Les brumes qu'engendre Morgane justement pour noyer le pays dans ce brouillard et faire en sorte que finalement les armées ont plus de difficultés à combattre, et ce qui avantage Mordred. Et puis le fait que justement Perceval ait pu donner à boire au calice le roi Arthur, c'est bien qu'on arrive sur ce 18-8, 8 se rééquilibre. Et 19, du coup, le retour du roi Soleil, quelque part, et d'évoquer aussi le retour de Merlin, qui était en retrait, mais ici 19-9, il revient. Mais il revient de façon un petit peu éthérée, discrète, j'allais dire non physique. Et puis 20-10, on arrive sur l'annonce d'un nouvel acte, encore une fois, le dernier acte en fait, c'est un petit peu le dernier jugement en quelque sorte, mais c'est la dernière bataille qui va décider de la suite. Et la dernière bataille, 21-11, c'est la fameuse victoire de la dernière bataille où 22-12,
Le roi Arthur partira vers Avalon, blessé. Voilà, 22-12. Donc déjà, j'ai fait cette présentation, ça m'a pris 15 minutes. Évidemment, comme je suis pas avare de temps, je vais continuer, mais cette fois avec les séries numérologiques, 1, 10, 2, 11, etc. En fait, tu vas retrouver à peu près la même histoire. C'est vraiment juste un petit jonglage ici d'arcanes pour le plaisir. Donc 1, 10, ben, c'est Merlin. C'est le début du cycle, justement, arthurien, des chevaliers de la table ronde. 2, 11. Ben 2, cette fois, ça va être Morgane. Là où précédemment je parlais de Ygraine, sa mère. Ici, 2, c'est justement la grande prêtresse, cette dimension que je trouve qui s'y est assez bien à Morgane, à cette magicienne. Et puis avec 2, 11, on est aussi sur quelque chose où elle est un petit peu revancharde. Elle a une intention, la volonté en tout cas d'en découdre et peut-être de se venger aussi. 3, 12, ben 3 c'est Guenièvre, la reine. Là aussi je trouve que ça colle peut-être mieux. Et 2, 12, ben ma foi, c'est 12 pour moi, c'est un petit peu. Il y a un côté passé, un côté tradition, où elle se retrouve un petit peu bloquée aussi par rapport à la situation. Elle ne décide pas de, ce qui est, de son sort, malheureusement. Elle n'est pas libre. Et on se retrouve après avec 4, bah, le roi Arthur qui est là, qui n'est pas encore tout à fait roi, mais 4, 13. 13 arrive un petit peu par la suite, quelque chose qui va le transformer complètement, où évidemment il va faire sortir l'épée du rocher. Et alors que lui, il est égal à lui-même, mais j'aime bien ce rapport entre 4 et 13. Si on avait eu par exemple 13 et 4, on serait dit il a sorti l'épée du rocher et puis il est devenu roi. Mais dans le film, ce qui est sympathique, c'est que ben, lui, il est lui-même, et puis ma foi, il retire l'épée du rocher un petit peu par accident. Mais ça chamboule complètement sa vie, mais lui, c'est toujours le jeune homme égal à lui-même, et du coup, il a bien besoin de Merlin 5 pour le conseiller. Et 5-14, ben Merlin lui dit, ben écoute, mon jeune homme, tu es roi, donc les choses maintenant dépendent de toi, mais sache bien, 14, que terre et roi sont un. Garde bien ça en tête. Et, donc ensuite, ben 6, 15, 6, ben c'est voilà, Arthur qui est amoureux, il croise Guenièvre et puis il veut l'épouser. Mais évidemment, c'est un mariage forcé, c'est pas réciproque. Donc c'est un petit peu pernicieux aussi, ce côté 15. Après, 7, 16, ben 7 ici c'est le chevalier, Lancelot, le meilleur chevalier, 16, Camelot, donc le château, et ensuite 8, 17, ben c'est justement la même chose que tout à l'heure, cette histoire d'équilibrer le pays, d'unifier le pays, et dans cet espoir justement de... Et ici particulièrement ça colle bien avec le film en fait, avec 17, parce qu'en fait Merlin, en fait de façon solennelle sous les étoiles, demande au chevalier de prêter serment. Et Arthur embraye sur cet espoir de dire que il y aura la création d'une table ronde où se réuniront les chevaliers, etc. Et ensuite, 9, 18, bah, du coup, puisque le pays est unifié et la création de la table ronde va arriver, Merlin, 9, 18, va se retirer. Et il va se retirer dans les profondeurs dont il est issu. Il y a une symbolique un petit peu souterraine aussi dans le film par rapport à ça. Et 18, j'aime bien aussi la symbolique où finalement il se retire du monde pour aller vers d'autres mondes. Et 18, c'est la dimension des rêves, là où il restera présent en fait aux humains, et notamment à Arthur. Ensuite, 10, 19, ben 10, c'est la table ronde, la création de la table ronde, c'est là où, ben, ma foi,
Arthur est le roi solaire, c'est le boss, c'est le patron, voilà. Et puis il y a encore cette histoire de couple, Lancelot et Guenièvre. Et c'est justement ce que va dénoncer Gauvin ici, 11, le roi chevalier, enfin le chevalier au lion, et qu'il va donc dénoncer, 20, ce jeu de couple, de relations amoureuses dont Arthur n'a pas conscience, il est naïf. Et, euh, et 12-21, du coup, une fois que ben, c'est découvert, mis en lumière par 20, euh, Lancelot ne peut que faire pénitence, 12 encore, et de partir en fait voilà, du château et puis d'aller voyager, 21, de par le monde, on va dire. Et puis du coup, 13-22, ben, on est sur la fin de quelque chose, la fin de ce printemps fraternel des chevaliers de la table ronde. Et du coup, 22, c'est l'annonce d'une quête, puisque là, on part sur la quête du Graal annoncée par le roi Arthur, qui a conscience qu'il y a quelque chose qui s'est désuni, quelque chose qui s'est coupé, avec 13. Ensuite, 14-5, bien c'est justement cette idée de retrouver ce secret, le secret du Graal, où terre et roi sont un, où il y a cette union entre roi et royaume, 5. Et 15-6, ben ma foi, c'est Mordred, 15, voilà. Le mauvais fils et l'enfant, je pourrais dire aussi, 6, parce que c'est un jeune homme. 16-7, ben, c'est justement ce que Mordred cherche à faire, cette histoire de faire chuter le royaume. Et heureusement, il reste un chevalier qui est là pour essayer de redresser la barre, Perceval. Et ici, là, je le sentais mieux dans la symbolique avec 17-8, cette idée que ben, la chute du royaume faisant que avec l'histoire de 13, où il y a de la famine, où la terre est désunie, eh bien, le délitement du royaume, avec 16 et 7, ici, dans le film, en tout cas, Perceval se retrouve bousculé dans une rivière, avec son armure. Et alors qu'il est près de se noyer, cette idée de rivière, 17, eh bien, il se défait de son armure. Il finit à poil, l'image de 17 aussi, et il se met à nu en fait. Et là où il s'aperçoit qu'il n'a plus rien à perdre, et qu'il ne lui reste plus que l'espoir. 17. Et du coup, il va trouver le Graal, cette coupe avec de l'eau, qu'il va donner évidemment à Arthur. Donc cette idée de rééquilibre avec 8. Et puis 18-9, ben, on est encore dans ce contexte-là de brume magique que Morgane a mis en avant. Et du coup, le roi Arthur, qui sait que ben, il faut qu'il reprenne un petit peu les devants, fait appel à Merlin, qui revient, 9. Et 19-10, eh bien, nouvel acte, dernier acte, où Arthur, qui s'est réveillé, qui a pris conscience en fait du vide intérieur qu'il avait, qui a été, on va dire, comblé par justement l'eau du Graal, il reprend les rênes. 19-10, le roi solaire, et puis dernier acte, l'idée de voilà d'évolution avec 10. Dire aussi que c'est un petit peu le retour de la table ronde, les derniers chevaliers qui se retrouvent pour annoncer en fait la dernière bataille, 20-11, où ils vont combattre les armées de Mordred. 21-12, eh bien ici c'est la victoire et la blessure du roi Arthur. Et 22-13, ben, c'est le départ vers Avalon du roi Arthur. Et 13, on ne sait pas. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est endormi? Est-ce qu'il reviendra? Donc voilà, c'était la petite histoire que je voulais raconter ici, longuement, mais en fait,
C'était l'occasion pour moi de te présenter ce que j'avais évoqué déjà dans les vidéos des livres de Marielle Frédéric Turpot et de Rachel Pollack, où il y avait ce petit jeu de pouvoir faire de la description d'histoire sous la forme de lames de tarot. Et après, évidemment, moi ici, l'exercice, je l'ai fait dans l'ordre, avec uniquement les arcanes majeures. Mais évidemment, on pouvait prendre aussi, par exemple, les as. Par exemple, l'as d'épée, Excalibur, l'as de coupe, le Graal, l'as des pentacles ou des deniers, de la table ronde. Et puis l'as de bâton, qui est aussi le bâton de Merlin, le bâton des druides. Et de ma foi, libre à toi aussi de pouvoir jouer sur une histoire avec les arcanes que tu veux, dans l'ordre que tu veux. En tout cas, en espérant que ça t'ait donné évidemment l'envie d'essayer. Mais je préciserais en fait d'essayer plutôt sur des histoires que tu connais bien et qui te tiennent à cœur. Voilà. À bientôt pour d'autres vidéos.